Richam and Ely's, sailing Patrick Arquia, was the second IMOCA, pipping Britain's Sam Goodchild and French co-skipper Antoine Coll, in for the people. Just as the sun was rising over the bay of Fort-de-France, Martinique this morning, French duo Johan Richam and Jan Ely's Patrick Arquia crossed the finish line of the 16th Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre race at 06:11:16 hours local time, to take a narrow second place. After the wind died in the lee of the island, Richam and Ely's had a nervous hour, as they could do next to nothing whilst nearest rivals Britain's Sam Goodchild and his French co-skipper Antoine Coll, on for the planet, caught up nearly 5 miles. The two IMOCAs were all but side by side before Patrick Arquia caught a whiff of a breeze offshore. They rolled out their masthead code 0 sail and ghosted off to hold on to second. The elapsed time for Patrick Arquia is 12 days, 01 hours, 41 minutes and 16 seconds, completing the 3,750 miles course at 12.98 knots. They actually sailed 5,448.80 miles at an average speed of 18.81 knots on the water, and their delta behind the winners Thomas Ruyant and Morgan Lagravère is 4 hours 8 minutes and 45 seconds. The first two boats are new sister ships launched in 2023 to the design of Goodchild's co-skipper Coll in collaboration with Finnet Conch. Mesdames et messieurs, deuxième dans la classe IMOCA, le Patrick Arquia et Johan Richam. Je vais inviter, voilà, on va laisser faire le protocole avec M. Régis de la ville du Havre, accompagné par Vincent Rolando qui va remettre le champagne, bien sûr. C'est pour toi ça. Hop, merci. Je répare pour le monsieur. Ça arrivera après. Voilà, on va laisser bien évidemment ce moment. Patrick Arquia, bravo messieurs. Et je voudrais inviter Agnès, Jean-Philippe et puis Ingrid Alabo du comité Martinique et du tourisme qui vont un peu rafraîchir les idées avec les fruits Merci, c'est gentil. de la Martinique. Bravo. Merci. C'est gentil, merci. Oh, j'avais la dalle, ça tombe bien. Et puis on va demander à nous, à Vincent Rolando et Régis de Bronze de remettre l'eau de coco. On s'attache ainsi au bouton. Il y a trop de trucs là. Voilà, et Gaëtan Paderma qui a encore des cadeaux de nom du comité Martinique et du tourisme qui va vous les remettre. Merci monsieur. Voilà, merci à vous. Merci. Voilà, les douceurs de la Martinique, vous savourez, on va vous laisser profiter. Mais avant, bien évidemment, on va recueillir vos impressions avec nos amis des médias. On va laisser la prod se rapprocher. On est en direct sur le Facebook Live de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Et on va pouvoir ainsi recueillir vos impressions à nos micros. Merci les gars. Ah, ça va. Alors, qui veut commencer? C'est la prod. Vous êtes organisé? C'est incroyable, c'est quelque chose de dingue. Quel est le sentiment là, au moment de passer la ligne ce matin? Le sentiment d'avoir eu chaud aux fesses, hein, parce que c'est vrai que quand on est tombé dans la pétole là à 1,500 de l'arrivée, on s'est dit c'est là si on se la fait piquer cette deuxième place, c'est un peu les boules quoi. Donc oui, un heureux dénouement et un happy end. En même temps on s'est donné le bâton un peu tout seul il y a 2 jours en les laissant partir dans leur coin. Donc ça n'aurait pas été démérité non plus de se la faire piquer, mais bon, on y venait et on a tout fait pour la garder cette deuxième place. Johan. Ouais, bah écoute, c'est forcément un peu l'accomplissement d'une belle histoire parce que ça fait quand même des années maintenant, enfin 2 ans, qu'on a, de plus de 2 ans qu'on a comme objectif de finir la Jacques Vabre, entamer notre processus de qualif au Vendée Globe
Et donc forcément beaucoup de fierté pour toute l'équipe d'avoir réussi cette mission, le travail accompli pour en arriver là, arriver avec un bateau dans un super état ici à Fort-de-France et en plus avec un beau résultat sur une transat où on a énormément appris. Honnêtement, je pense qu'on ne pouvait pas la gagner. Enfin, il y avait trop de choses qu'on ne connaissait pas sur ces bateaux-là. Moi le premier. Et Thomas et Morgan avaient un cran de connaissance, un niveau au-dessus de nous. Et du coup, là-dessus, il n'y a pas de regret du tout. Par contre, voilà, on revient avec les cahiers pleins de notes sur comment faire avancer ces machines qui sont un peu dingos. Jamais tu as cru que c'était possible d'aller chercher la gagne? En sortant des Canaries, on y pensait un peu parce qu'on est sorti premier. Assez vite, on a vu qu'ils avaient un rythme assez élevé et en plus, on avait nous une de nos voiles qu'on a utilisée depuis Madère qui est un peu petite et du coup, on souffrait dès que ça tombait sous 17 nœuds de vent à peu près. Et du coup, parfois, on était un peu en souffrance, quoi. Et donc, ça se voyait sur comment Racing for the Planet aussi là dans les 3-4 derniers jours. Et donc ça nous a un peu handicapés. Et bon, déjà, je pense que voilà, sans ces quelques mètres carrés là qui nous manquaient, c'était dur de se battre exactement à armes égales. Mais je trouve qu'on a quand même bien progressé malgré ça, réussi à utiliser le bateau avec ce petit déficit et voilà, on n'a pas baissé les bras et voilà, je suis bien content. Mais ouais, effectivement, on l'a gagné. Enfin, au départ, je me suis dit, lui, il y avait Charal et puis il y avait Fort People et deux bateaux qui étaient au-dessus qui nous faisaient peur. Et après, bon, c'est bien comment on a eu la course et on a bien vu, on a changé de leader plusieurs fois, donc tout était possible. Mais voilà, faut quand même, faut des sacrées canottes pour tenir la cadence de devant. Et je crois que ce soir, ce matin, on a un architecte qui doit être assez souriant. Vous allez lui parler dans pas longtemps. Yann, toi qui as l'expérience de ces bateaux, tu es d'accord, c'est les bateaux de dingo là, comme disait Johan? Ouais, bah ça y est, c'est des sensations de multicoque, quoi. Dès que tu prends la barre, t'as l'impression que ça vole, que le bateau touche plus l'eau et que tu prends le vent de face, donc le vent apparent vient environ à 40-50 degrés. Pour les spécialistes, ça veut dire que ça va très vite. Après, moi j'ai trouvé très dur les premières 48 heures. Au près, ça allait encore, on le savait. Mais derrière le front, quand il a fallu attaquer dans une mer de dingue, moi j'ai regardé Johan, j'ai dit voilà, moi, je te laisse faire parce que je cautionne pas, quoi. Non, tu m'as dit, moi j'aurais pas fait comme ça. Non, j'aurais pas fait comme ça. Si c'était mon bateau, j'aurais pas fait comme ça. Ouais. Bon, tu me l'as dit après, hein, donc c'est facile. Je l'ai dit après, ouais. Mais oui, du coup, il a quand même fallu tartiner très fort et on en est sorti de là. Moi j'étais mâché mouillé. Ouais, non, c'est très violent. Ça peut pas durer trop longtemps comme ça. Donc, et puis on l'a vu, hein, y a de la casse, c'est facile de revenir avec des bateaux en kit. Et donc voilà, trouver le curseur n'est pas évident, on l'a à peu près trouvé, on va dire. Et on est bien content de ça. Il y a un écart comme entre ces bateaux de nouvelle génération et ceux qui sont derrière. C'est combien le gap de performance sur les bateaux neufs? Je sais pas, on a un bateau de la dernière génération qui termine 5 minutes derrière nous, là, ou je sais pas combien. C'est toujours dur à dire. Pour nous, Racing for the Planet, c'est... Ah non, c'est quoi? C'est Force the Planet? Je sais jamais. C'est le bateau étalon. Ouais, c'est le bateau étalon dans la flotte parce que c'est le meilleur bateau de 2020 à peu près, enfin celui qui a le plus de victoires. Et qui continue d'être mené à ce même niveau-là de performance. Donc on voit bien qu'ils sont quand même pas très éloignés de nous, même si ils souffrent dans certaines conditions. On l'a vu là, cette nuit, dès que le vent montait au-dessus de 18-19 nœuds, qu'il y avait un peu de mer, là on commence à être beaucoup plus à l'aise. Voilà, donc il y a des plus, il nous reste plein de choses à apprendre pour faire progresser ce bateau-là, mais oui, parfois, je pense que oui, il y a des sensations de multicoque, le bateau est totalement aérien. Des fois, on se regarde pendant 15-20 secondes, le bateau il touche plus l'eau. Et il est en équilibre parfait. Et incroyable. On parle beaucoup des bateaux, mais il faut parler des équipages. Quoi. Et, Antoine et Sam, ils mènent les bateaux, comme tu dis, au même niveau que Thomas le faisait en solitaire, voire peut-être même mieux. Donc, il ne faut pas tout remettre sur les machines. Quoi. Je crois que les équipages sont devant, ils ont des bonnes machines, mais c'est les meilleurs équipages. Quoi. À propos d'équipage, c'est vraiment l'engagement pour les mener à 100%, c'est vraiment dur. Enfin, c'est à la fois dur pour le marin et à la fois dur pour le bateau.
Enfin, franchement, nous, les 3 à 4 derniers jours, là, on a dû faire entre 2 milliards et 3 milliards de décrochés de foil où le bateau il retombe de 2 mètres de haut. Tu te dis juste, mais à quel moment en fait arrêter quoi. Bon bah t'arrêtes pas, mais bon, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais À propos d'équipage, Julien Villon et Justine Métro ont pris une option nord, vous y avez pensé? crampons piolets, hein, on les appelle, la face nord. Alors on y a pensé environ 10 secondes et on s'est dit non. Pourquoi? On y songeait avant le premier front, la première tempête. Et sorti de la première tempête, on a fait non, on fera pas une semaine comme ça, c'est sûr, sinon on va arriver les bras en croix et le bateau détruit. Ouais. En fait, ça dépend de tes objectifs, c'est sûr. Enfin, nous, l'objectif, c'est de repartir dans l'autre sens. Si à un moment tu joues à la gagne à tout prix, nous on pensait que Charles allait le faire, honnêtement. La face nord, c'était pour eux, ils vont vite au près. En qualif, ils sont pas trop mal. Donc, je pensais qu'ils allaient attaquer cette face-là. Mais elle faisait pas envie, hein, c'est sûr. Hein. Puis je pense qu'on va voir dans quel état ils arrivent, mais ils doivent être bien rincés. Et puis bon, ils ont pas vécu une super transat, j'imagine. À se faire défracter tout le temps. Mais chapeau à eux, enfin, franchement, il fallait la tenter. C'est bien parce que c'est une sorte d'étalon aussi pour nous, parce que souvent, on est obligé de les éliminer ces routes-là, alors qu'elles gagnent. Mais des fois, le routage, il nous disait de faire demi-tour, repasser l'anticyclone dans l'autre sens pour y aller. C'était encore gagnant. Là, tu te dis, allez, J'ai gagné quasiment 2 jours. On va vraiment où, quoi. Départ. Et en fait, on sait qu'à la fin, elles se passent pas si bien, elles sont pas si faciles à tenir, le scénario, il est pas stable. Mais donc voilà, là, on a une petite idée que c'est jouable à peu près. Voilà. Il faut quasiment gagner 2 jours, tu vois, une route nord, je pense, à la base, sur le routage, pour la tenter, quoi. Tu te sens d'attaque pour repartir Dans la route nord. Non, non. Ouais, je vais bien prendre 10 jours quand même. Hein. Ouais, je pense que les 48 dernières heures, elles nous ont bien rincé là. Dans 2-3 jours, ça ira beaucoup mieux. Mais ouais, écoute, c'est sûr que c'est le chapitre suivant, hein, le découvrir en solo. Écoute, je me sens à l'aise dessus. C'est sûr que l'engagement, il est énorme. Et voilà, après, on a un gros objectif de qualif sur la prochaine qu'il faut surtout pas rater. Donc voilà, peut-être on gérera aussi le curseur comme ça. On ne mettra pas forcément tout en haut. Merci. Moi, je dis ça maintenant. Il y a un petit regret du décalage il y a 2 jours où finalement il part par-dessous et puis ouais, il non, pourrait aller ouais, derrière, si, loin. Ça se joue là quand même. Nous en météo on sentait se mettre du bon côté et bon ouais, on a mal géré la prise de risque. Ouais. Ah oui, bah, sinon on aurait fini beaucoup plus frais. Hein. Il y a un truc qui va pas, qu'il faut comprendre. Voilà. Pourquoi les routages sans cesse, ils t'envoient. Il y a un truc qu'on n'a pas réussi à avoir le discernement et l'œil assez critique sur ce que nous proposait l'ordinateur. Il faut l'avouer. Mathieu n'est pas venu. Non. Ouais, elles viennent pas comme sur les fichiers, donc c'est un peu voilà, il y a une prise de risque qui n'était pas tout à fait pas bonne quoi, et donc voilà, c'est un petit regret, mais bon, il y en a. Hein. Tout le monde a fait des bêtises, je pense que le passage des Canaries de Thomas, il n'est pas dingo. Charles, il y a des trajectoires pas dingo non plus. C'est pas évident quoi. Puis en plus, tout va vite au début là, mais faire un routage pour choisir la trajectoire pour l'anticyclone pour Madère. Mais rien que de lancer prendre un fichier, lancer un routage, c'était déjà une corvée. Mais franchement, on visait n'importe où. Genre juste casse-toi au sud, on verra plus tard. Et c'est à peu près ça qu'on a fait. Et je pense que c'est pour ça qu'avec Charles, on n'a pas terminé exactement au bon endroit. Et voilà. C'est pour dire que des fois, c'est juste de se poser, de même prendre le temps d'analyser le routage, de le comprendre. C'est une mission, une vraie mission. Merci messieurs. Bravo. Merci. Bon, bravo les gars. Attention. Sur la classique pour Johan Richaud et Yann Eliès. Bravo, il n'y a pas photo. Bravo les gars. Un bon petit cran dessus, qu'est-ce que t'as mis sur ta tête toi? Il est bien tartiné quand même. De la nuit. On avait du mal à trouver les